J'aimerais vous parler d'un livre de Ruyen Ogien qui s'appelle Mes 1001 nuits, sous-titré La maladie comme drame et comme comédie. Un philosophe qui est malheureusement décédé du cancer il y a quelques années et que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans mon activité de soins. J'aimerais vous lire le chapitre 7 qui est intitulé Pourquoi faudrait-il être résilient? Ces dernières années, la recherche en psychologie de la santé est passée d'une quête obsessionnelle des effets néfastes des graves maladies, stress, dépression, blessures narcissiques, difficulté à s'adapter au monde ou à reconstruire l'estime de soi, etc., à une focalisation sur leurs bénéfices, leurs effets positifs, dont la réalité n'a jamais été vraiment démontrée. Elle s'est construite progressivement autour de mots savants et intimidants comme croissance post-traumatique, qui semblent interdire toute vérification factuelle. Elle est désormais diffusée dans des magazines grand public et les ouvrages de self-help, dits aussi de développement personnel, qui prolifèrent comme des épidémies, si j'ose dire. Elle est accompagnée d'un déluge d'anecdotes et de témoignages sur les bienfaits ou les utilités de la maladie, qui ressemblent par leurs exagérations aux commentaires enthousiastes des clients d'hôtels ou de restaurants bas de gamme envoyés sur le site TripAdvisor par les amis des propriétaires. On peut avoir des raisons de juger que la psychologie positive et la métaphysique doloriste travaillent séparément avec des moyens conceptuels différents et dans des objectifs probablement distincts. Mais on peut également estimer qu'il existe des affinités profondes entre les deux, c'est ce que je pense. La résilience a-t-elle une valeur morale? La psychologie positive est largement fondée sur le concept flou de résilience, c'est-à-dire en gros de la capacité à construire une vie bonne, réussie, quelles que soient les horreurs qu'on a subies et même en prenant appui sur elles. Dans de nombreux cas, dit la théorie, les succès affectifs, professionnels, sportifs ne seraient que la conséquence d'un combat engagé contre un malheur initial, deuil, humiliation, persécution, pauvreté, accidents graves, handicaps physiques ou sociaux, etc., dont tout laissait présager qu'il allait nous détruire. C'est en cherchant à surmonter ce malheur initial qu'on arrive à la réussite, au bonheur ou à la grande santé, comme dirait Nietzsche. En ce sens, le malheur est utile, bénéfique. Ces idées ont été résumées en une formule frappante et hautement paradoxale, le merveilleux bonheur. Merveilleux malheur. Très beau lapsus. Mais ces mots sont vagues, et même si on arrivait à leur donner un sens plus précis, nous ne saurions pas encore ce qu'il y a de bien dans la résilience ou pourquoi exactement il faudrait être résilient. Est-ce un moyen simple de préserver ou d'acquérir son bonheur, son bien-être? Est-ce un devoir moral envers soi-même qu'il faut absolument respecter, quelles que soient les conséquences, c'est-à-dire même si cette dévotion n'apporte ni bonheur ni bien-être? Est-ce parce qu'être résilient est une qualité humaine admirable, une sorte de vertu? Si on est utilitariste, on donnera une valeur morale à la résilience, dans la mesure où elle cause plus de bonheur que de malheur. Si on est kantien, on valorisera la résilience à condition d'admettre qu'il s'agit d'un authentique devoir moral envers soi-même. Si on est aristotélicien, on dira qu'il est bon d'être résilient si, et seulement si, c'est une vertu. Mais il est rare que les promoteurs de la résilience se confrontent au problème de sa valeur et la jugent à la lumière des théories morales les mieux construites. Il se peut que, pour eux, la valeur morale de la résilience soit une sorte d'évidence qu'il n'est pas nécessaire de justifier par des théories. Si c'est le cas, c'est une erreur à mon avis, du même genre que celle que commettent les promoteurs de l'altruisme. Pour ces derniers, il va de soi que l'altruisme est un bien. Mais un peu de réflexion sur la valeur morale du sacrifice de sa vie, de ses projets personnels en faveur des intérêts de la société ou de la nation devrait suffire ébranler leur certitude. Dans le cas de la résilience, comme dans celui de l'altruisme, il me semble que l'absence de réflexion critique affaiblit considérablement les plaidoyers en faveur de la promotion de ces supposées vertus. Ce que je ne supporte pas dans la psychologie positive. Au fond, la psychologie positive, dont la résilience est l'un des piliers, a, comme les idées de Leibniz, dont Voltaire se moquait, un côté bêtement optimiste, répugnant aux yeux de tous ceux dont la vie est précaire, marquée par des échecs et des peines profondes. Elle tend à culpabiliser tous les défaitistes en pensée, tous ceux qui n'ont pas la force ou l'envie de surmonter leur désespoir. Et comme les réponses doloristes à nos interrogations existentielles, la psychologie positive peut servir à justifier la cruauté sociale qui continue de s'exercer contre les malades dont la vie est dévastée.
C'est la raison pour laquelle la tendance générale de cette psychologie à présenter les malades les plus horribles de façon positive, les maladies les plus horribles de façon positive, c'est-à-dire comme des défis susceptibles de nous faire grandir, de nous rendre meilleurs, plus lucides sur nous-mêmes et la condition humaine, ou comme des épreuves cruciales où notre véritable caractère, notre courage, notre résilience, etc., pourrait se révéler, mais devenu quasiment insupportable. Ruben Ogian est mort à la suite d'un cancer particulièrement douloureux et difficile. Et je crois il a apporté sa pierre à l'édifice avec ce livre que je vous encourage à lire si vous travaillez dans le domaine médical ou si simplement vous vous intéressez à cette notion de fin de vie. Merci.